Le portier arriva et exécuta sous leurs yeux un rituel sulfureux, à base de noix pourries et de noix saines que l'on entendit craquer, de gesticulations et de grommellements incompréhensibles, impliquant des aiguilles et surtout l'alliance de la jeune femme. Il disposa un grain de fougère dans l'anneau, après avoir placé ce dernier sur un mystérieux livre, et le grain se transforma en aiguilles enlacées. Les spectateurs apeurés entendirent alors craquer les châssis des chambres de terrible manière, ce que le sorcier expliqua en disant qu'il fallait bien qu'il vînt, puisqu'il l'avait appelé. Le diable donc. Après cela, clou du spectacle, il leur promit la guérison, à condition que l'homme et la femme urinassent ensemble à travers leur alliance durant 9 jours consécutifs. Outre la prouesse technique d'une telle performance, on imagine bien l'horreur qu'un tel sacrilège pouvait représenter aux yeux des contemporains et plus encore des autorités ecclésiastiques. Les parents s'en ouvrirent donc au curé de Saint-Pierre, lequel envoya une requête au procureur du roi, qui sollicita à son tour le lieutenant criminel. Je vais vous lire le passage de cette lettre. Le nommé Nicolas Chambard, artisan de profession, homme ignorant et sans lettres, s'érigeait néanmoins dans le public et particulièrement parmi les personnes faibles, en homme qui a des secrets et qui guérit les maladies extraordinaires, lève les maléfices et use à cet effet de moyens superstitieux et infâmes, dans lesquels il fait entrer la profanation de choses saintes et sacrées, que depuis peu, à l'égard de Pierre Rigaud, habitant de cette ville et de sa femme, pour les guérir de prétendus maléfices, dont il se croyait affligé, a eu recours non seulement à des choses qui ne sont pas naturelles et peu convenables au mal, mais si pleines de superstitions et contraires aux lois de l'Église que le bruit s'est incontinent répandu dans le public. Étant donné la nature du traitement, incontinent paraît en effet le terme approprié. Et voici Nicolas Chambard devant le tribunal, sur la sellette, ce siège de bois qui a donné l'expression bien connue « être sur la sellette », qui décrit une situation périlleuse et inconfortable. L'accusé était placé en situation d'infériorité en regard des juges et subissait là, sur la sellette, donc un dernier interrogatoire avant l'application de la peine. Donc à ce stade, c'était déjà entendu, il n'y avait plus de grâce possible. Très vite, la forfanterie dont faisait preuve Nicolas Chambard cède la place à une anxiété tout à fait perceptible. Malgré l'adoucissement des peines de sorcellerie, le cas reste grave. Confronté à ses accusateurs, questionné sur son savoir occulte, il nie tout en bloc. Il ne reconnaît que sa méthode pour lever l'enchantement, qui lui aurait été apprise par un tonnelier dénommé Grand Claude, en compagnie duquel il aurait effectué un voyage de Lyon à Mâcon. Et il nie vigoureusement tout autre pouvoir, ainsi que tout pacte avec le diable. Il est finalement renvoyé en prison, non sans avoir précisé qu'il ne pouvait s'acquitter du montant de l'amende. Son sort nous échappe finalement, ce qui est bon signe pour lui. 1 ou 2 siècles plus tôt, nous aurions très certainement disposé du détail de sa mise à mort. C'est le cas pour Guillaume de Cour, prêtre de Saint-Point, lequel, après avoir été convaincu du crime d'hérésie et de sorcellerie, a été brûlé à Mâcon en 1481 sur la place aux Prévôts, située au carrefour des rues de la Barre, la Guiche et la Martine. Pour Guillaume de Cour, nous avons le détail sordide du coût de son exécution, comme le prix des chênes dont il était chargé ou celui du bois nécessaire à sa crémation. Cette place aux Prévôts était en effet le lieu des exécutions capitales mâconnaises durant le Moyen-Âge. Celle de Guillaume de Cour eut lieu un jour de foire, preuve que les Mâconnais d'alors avaient le sens de la fête. À la lecture des époux Margot, j'avais été surpris du peu d'importance accordée par ces derniers à leur fille, allant jusqu'à omettre de mentionner son prénom. Ce détail peut sembler anecdotique, mais les actes du procès que j'ai consultés aux archives départementales contiennent un document qui apporte un éclairage légèrement différent, celui du jeune marié, Pierre Rigaud. Les faits relatés sont les mêmes, à l'exception de la nuit de noces. Comme il voulait jouir de sa femme, dit le texte, elle lui dit plusieurs injures et entre autres elle lui dit « Je prie Dieu que le diable vous puisse emporter et que je ne vous revoie jamais ». Ainsi, il apparaît que la mariée n'était pas franchement consentante, ce qui ouvre des perspectives intéressantes sur la nature réelle de cet envoûtement. Pour en revenir à Nicolas Chambard, on peut dire que si la partie concernant le bâton-baguette laisse une part d'ombre, celle concernant les enchantements paraît tout à fait claire. Il s'agit ni plus ni moins d'un petit business lucratif qui avait toutes les chances de donner l'illusion de fonctionner, car les couples finissaient bien par résoudre leurs problèmes matrimoniaux et par avoir des enfants un jour ou l'autre. Et quand ça ne marchait pas,
comme dans le cas précis, notre sorcier répondait qu'il n'avait pas été assez payé pour que le remède fonctionnât. Ce problème du nouement de l'aiguillette et surtout de son dénouement est un phénomène qui dépasse largement Mâcon. Les sorciers, désireux d'empêcher la consommation d'un mariage, se rendaient à la messe et, assis au dernier rang de la nef, nouaient fermement un lacet durant la cérémonie, ce qui était censé empêcher sa consommation. Quelle qu'en fût la cause, Nicolas Chambard profita d'un contexte parfaitement favorable à sa petite entreprise. En effet, les couples de Saint-Clément et de Mâcon semblaient être frappés, depuis une période d'environ 4 ans, d'une infertilité notable que l'on attribuait bien évidemment à un envoûtement. Les magistrats, tout au moins, n'étaient plus dupes. Après les interventions royales, et notamment à l'instigation de Colbert, à savoir l'ordonnance criminelle de 1670 et l'édit de juillet 1682, la législation en matière de sorcellerie ne reconnaissait plus que 2 catégories de malfaiteurs. La première, celle des séducteurs, illusionnistes, devins et autres magiciens abusant les crédules, tels que ces fausses sorcières devineresses qui, entre autres merveilles, je cite, promettaient aux femmes des maris commodes et des amants fidèles. Je trouve que la formule méritait d'être citée. La seconde catégorie, celle des empoisonneurs, qui, avec les sacrilèges, étaient les derniers à faire encore l'objet de condamnations à mort. La prétendue magie n'était plus vue par la justice que comme une imposture, destinée à s'assurer des gains illégitimes. Ce que le cas de Nicolas Chambard illustre à merveille. J'ai mentionné tout à l'heure Le Grand et le Petit Albert, 2 ouvrages de référence pour ces sorciers d'opérette. Pour vous en convaincre, voici la recette donnée pour concocter la main de gloire. Pour faire la main de gloire, on prend la main coupée d'un pendu, qu'il faut lui avoir acheté avant sa mort. On la plonge en ayant soin de la tenir presque fermée dans un vase de cuivre contenant du zimac et du salpêtre, avec de la graisse de spondylis. On expose le vase à un feu clair de fougère et de verveine, de sorte que la main s'y trouve, au bout d'un quart d'heure, parfaitement desséchée et propre à se conserver longtemps. Puis, ayant composé une chandelle avec de la graisse de veau marin et du sésame de Laponie, on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée. Et, par tous les lieux où l'on va la portant devant soi, les barres tombent, les serrures s'ouvrent et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles. De stupeur déjà, probablement.